suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavi. Et aujourd'hui, mon invité est Patrick Drouot. Bonjour Patrick. Bonjour, bonjour, bonjour Nathalie, bonjour à tout le monde. Bon, je suis ravie de te retrouver. On a déjà fait deux émissions ensemble. Ah ouais, 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 hein, Euh, sur deux livres précédents. voilà, sur Hein, la médecine vibratoire, la cohérence cardiaque, tu vois, voilà. Et donc, on se voilà. retrouve pour un nouveau livre. C'est ça qui est bien. Pour les personnes qui te connaissent pas encore, voilà, la révolution de la pensée intégrale. Donc, juste pour te présenter, tu es physicien, diplômé de l'Université de Columbia à New York, spécialiste mondialement reconnu des sciences cognitives, de l'expérimentation des états d'expansion de conscience et aussi des thérapies quantiques, hein. Tu as vraiment développé, hein, c'est une synthèse des nouvelles découvertes de la physique aussi post-quantique, avec des liens avec les grandes traditions de l'humanité. Et tu es l'auteur de nombreux ouvrages, dont les best-sellers La révolution de la médecine vibratoire ou le guide de pratique de la cohérence cardiaque chez Guy Daniel. Et aujourd'hui, eh bien voilà, on est ensemble pour le livre que tu as montré, Je le montre également, Ouais. La révolution de la pensée intégrale, comment prospérer et se réaliser dans le monde d'aujourd'hui chez Guy Daniel. Alors, pour commencer, en fait, voilà, c'est ça, hein, ce livre, tu l'as commencé, c'est une réédition, tu l'as écrit en 2010, tu avais commencé, donc là, 15 ans après, tu as pu apporter des nouvelles choses. Oui, oui, oui. En fait, hein, à l'époque, c'était un livre précurseur, hein. Mais c'est aussi un livre qui, à l'époque, m'avait ouvert les portes de certaines universités parce que j'ai donné des conférences, j'ai donné des cours, notamment à HEC, donc justement sur un modèle que je développe dans la révolution de la pensée intégrale, qui est la dynamique spirale dont je parlerai un petit peu. Mais pour moi, c'était un peu 2010, hein, ça faisait presque 40 ans ou pas loin que je cheminais. Et donc, ça a été un petit peu un constat et un état des lieux sur le monde actuel, où est-ce que nous en sommes, parce que bien sûr, hein, dans cette année, hein, je dois dire, ça doit faire 50 ans que je me suis mis tout doucement en route, hein, parce que en 1975, j'étais étudiant à Columbia. Alors, pour la faire court, hein, c'était l'Amérique des années 70, c'était le début de la soul music, c'était le début ce qu'on appelle maintenant la tech, hein, donc à Palo Alto, en Californie. C'était la fin de la ségrégation raciale. C'était aussi le début du réveil culturel amérindien. Hein, ça a été, il y a eu les premiers mouvements de révolte, hein. Et donc, voilà, en 1975, je suis allé pour la première fois dans un campement Cherokee en Caroline du Nord. Et donc, pour la première fois, j'ai rencontré des gens qui, structurellement et neuronalement, ils pensaient différemment, ils réfléchissaient différemment et ils percevaient le monde d'une manière complètement différente, hein. Et donc, je crois que c'est à partir de là où tout doucement, j'ai commencé un peu à réfléchir sur qui sommes-nous finalement, qui est l'être humain. Et donc, je crois que ce que j'ai essayé de faire à travers toutes ces années, eh bien, c'était de faire rejoindre la science à la conscience. Et donc la question, elle était posée, et si notre manière de penser, euh, elle évolue comme nos technologies. Est-ce que pour la première fois dans l'histoire, euh, les problématiques socio-culturelles planétaires, qu'elles soient économiques, que ce soit dans le domaine de la santé, dans n'importe quel domaine, notre manière de penser, euh, elle ne répondait plus aux problématiques du monde actuel. Alors, si tu veux, quand j'ai commencé à écrire, quand j'ai commencé à écrire ce livre, on est en 2010, hein, mais on avait passé la crise financière de 2008.
Alors, il va y avoir d'autres phénomènes qui vont se produire par la suite et qui vont aussi me faire réfléchir sur l'état des lieux actuel. C'est-à-dire, bah, il y a eu le Covid. Bien sûr, dans ma carrière, j'ai rencontré je sais pas, des dizaines de milliers de personnes, si c'est pas plus, hein. Donc, j'ai rencontré des gens qui étaient éminemment brillants, mais il manquait une dimension. Tu vois, par exemple, au moment de la crise du Covid, je me disais, mais nos dirigeants, ils ne, ils n'ont pas la bonne formule, ils savent pas quoi faire, hein. Et donc, c'est vrai, avec la révolution de la pensée intégrale, eh bien, on va essayer de dépasser la dualité corps-esprit pour renouer avec une forme d'intelligence beaucoup plus vaste, unifiée, créatrice. Et donc, j'ai créé, hein, si tu veux, c'est presque un manifeste pour comprendre le monde d'aujourd'hui, s'y épanouir sans s'y perdre, et puis apprendre à prospérer autrement. Alors, si tu veux, je l'ai dit, je l'ai écrit, nous ne pouvons plus penser le monde de demain avec les structures neuronales Mm. d'hier. Hein, c'est très simple. Hein, ça peut être des problématiques très quotidienne, hein. Par exemple, je sais pas, est-ce qu'on change la voiture, est-ce qu'on va repeindre la cuisine, est-ce que on va mettre des panneaux solaires, hein, c'est-à-dire, donc j'ai souvent dit, si vous étiez en face d'une problématique, qu'elle soit aussi simple que celle-ci ou des choses plus complexes, c'est que neuronalement, on n'est pas au niveau de la problématique à laquelle nous avons à faire face. Et donc, si tu veux, la pensée intégrale, c'est, c'est un ensemble de techniques, de pratiques qui a été validé par un Mm. certain nombre de travaux scientifiques et qui permet de réduire le stress, d'améliorer la concentration, de favoriser des décisions plus rapides, et puis surtout, c'est de prospérer, si tu veux, dans notre vie, dans notre destinée terrestre, c'est-à-dire, si tu veux prospérer, ça veut pas dire réussir plus, ça veut dire réussir mieux dans le respect de soi, le respect des autres, et puis du vivant sous toutes ses formes. Et Est-ce que je donc, peux juste te couper, tu vois, à qui il s'adresse ce livre? Quand tu l'as écrit, c'est vraiment pour tout le monde? À qui tu aurais... ah, c'est vraiment tout le monde. Je vais montrer une photo dans le livre, Mm. tu vois. Par exemple, voyez, c'est une sphère géodésique, hein. C'est ce que j'ai appelé notre dimension source. C'est cette manière de penser différemment, mais ce sont les mouvements sociaux, c'est la littérature, la musique, les sports, l'écosystème, les courants spirituels, le monde de la santé, le monde politique. C'est-à-dire que ça s'adresse à des tas de choses, à des tas de gens. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai créé Alors maintenant je la fais tous les 2, 3 ans parce qu'il y a plein de choses que j'ai en route, hein. Mais j'ai fait à peu près une bonne quinzaine de formations sur la pensée intégrale. Mais donc, il y a des gens de domaines extrêmement divers qui sont venus. Alors, bien sûr, il y a eu des gens du développement personnel et spirituel, il y a eu des coachs, il y a eu des gens du monde managérial, euh, il y a eu des architectes, hein, Mm. un notaire, hein, des ingénieurs, hein, je l'ai dit, des coachs, des gens qui cherchaient de nouvelles idées. Mm. Et donc, si tu veux, ce que j'ai essayé vraiment de faire passer, c'était
on a une structure psychologique, hein, mais la pensée intégrale, c'est un petit peu, c'est quelque chose d'autre. Ce sont des systèmes de valeurs que nous avons en nous et qui nous permettent de comprendre le monde. Et l'un des travaux que j'ai repris, c'est celui d'un spécialiste de l'écologie des populations qui s'appelle Graves en anglais, hein. Et donc Graves, il a fait une étude, c'était un prof de fac, c'était un universitaire, et il a observé l'évolution des structures socio-culturelles planétaires sur une période de 100 000 ans. Et donc, il s'est rendu compte qu'il y avait des structures neuronales qui changeaient à certaines époques. Et donc, il a trouvé 8 structures neuronales à partir du code beige, hein, parce qu'il y a des couleurs. Donc, ce sont les chasseurs-cueilleurs, ce sont les premières familles humaines. Il y a 100 000 ans, il y a 50 000 ans, on passe du beige au mauve. Voilà, hein, mauve. Eh bien, c'est l'apparition du chamanisme, c'est l'apparition des premiers clans. Les gens vont commencer à se regrouper et ainsi de suite, à travers les âges. C'est comme si neuronalement, eh bien, notre cerveau devenait de plus en plus complexe, avec des systèmes de valeurs qui, 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 qui vivent en nous. Et il y a un physicien entendu parler qui est bien sûr Einstein. Et Einstein disait à son époque, on ne peut pas solutionner une problématique avec des outils et des logiques qui se situent à un degré de complexité inférieur. Hein, ça veut simplement dire, si tu as une problématique, Nathalie, si on a une problématique, c'est je sais pas quoi faire. Ou alors, vous allez prendre les mauvaises décisions. Et pour moi, il y a des tas d'exemples qu'on peut donner, mais un des exemples que tout le monde connaît, c'était comment nos dirigeants ont vécu la tragédie du Covid. C'était un petit peu, on a raconté n'importe quoi à certains moments. Donc je me disais, mais neuronalement, ce sont des gens qui intellectuellement sont brillants. Un grand nombre de ces personnes, que ce soit des gens du domaine de la santé, des gens du domaine politique, il y en a un certain nombre qui ont fait des études parfois poussées, et il y a des moments, c'était n'importe quoi. Et donc, je me suis rendu compte que les systèmes de valeurs qui étaient actifs à l'intérieur de nous-mêmes, eh bien, ne répondaient plus aux besoins du monde actuel. Et donc, la question, c'était comment prospérer et se réaliser dans le monde d'aujourd'hui. Tu vois, j'ai dit pour moi, hein, on passe plus par la compétition et la production effrénée, mais par là d'entrer en résonance avec son environnement. C'est-à-dire, je l'ai écrit, parce qu'il y a un chapitre là-dessus, c'est devenir un magicien, une magicienne du temps présent. Hein. C'est savoir percevoir en un instant ce qui se joue dans notre existence et y répondre avec justesse. Alors c'est intéressant pour moi parce que il y a des gens qui ont témoigné dans ce livre. Bon, ce sont des gens qui ont ce sont pas des gens qui ont pris un nom, si tu veux, d'emprunt, ou qui ont dit Isabelle, le nom a été changé. Non, André Bandano, il a fait cette formation sur la pensée intégrale. Mais André, c'était le président de la Chambre des métiers des Bouches-du-Rhône. Donc, il y a un bâtiment superbe à Marseille. Donc, j'ai été visiter la Chambre des métiers. C'est 15 000 PME et PMI. Et André, il est devenu aussi, en plus de cette casquette, le président de l'URSSAF, hein, des Bouches-du-Rhône. Donc, et puis après, il y a aussi eu des médecins qui l'ont fait.
Et puis, plus récemment, hein, ça remonte à 3, 4 ans maintenant, il y a un général de division. Bon, il est en retraite maintenant, mais quand il a fait cette formation, il était en activité. Alors, je peux le dire parce que, bon, voilà, c'était le numéro 2 de l'état-major interarmes. Donc, ce sont des gens aussi qui réfléchissent à différents niveaux. On a eu un architecte, Marc Évrard. Marc, il a eu le contrat de la réfection du Royal Monceau, qui est l'un des grands palaces à Paris. Mais Marc a proposé une architecture qui lui a été inspirée par on va dire, les structures fondatrices de la pensée intégrale. Tu vois? Donc, ça s'adresse littéralement à n'importe qui, Et, pour n'importe qui. et est-ce que Par- c'est encore possible de faire cette formation? Tu vois, est-ce que tu as d'autres alors, dates? on n'a pas prévu, hein, on l'a faite l'année dernière en 2024, hein, on l'a pas faite en 2025, je ne sais pas si on va la faire en 2026. Mais je vais donner un autre exemple. euh, la, j'ai eu dans cette formation la championne de France de karaté. Elle est montée sur le podium, elle a eu la médaille d'or, hein. Et donc, je me rappelle qu'elle était déjà avancée, hein, dans le karaté, et elle me dit, je pourrais pas. Euh, j'ai des chances, mais je peux éventuellement monter sur le podium, peut-être une médaille d'argent, bronze, mais je sais pas quoi. Je dis, écoute, on va vraiment utiliser les techniques de cohérence cardiaque, hein, et puis aussi la zone. C'est-à-dire que quelque part, hein, je vais la développer, Oui, la effectivement. zone. Tu vois? Et donc, si tu veux, et bon, Gaïa, Véronique, hein, elle est montée sur le podium, je me rappelle plus maintenant, il doit faire 5 ans, peut-être 5, 6 ans maintenant. Mais le jour où elle est montée sur le podium, elle m'a envoyé un mail le même jour pour me dire, je te dois la moitié de ma médaille. Donc, un architecte, un président de la Chambre des métiers, des médecins qui ont vraiment pensé, des psys, des coachs, hein, et puis aussi des gens de la vie de tous les jours, hein. Des gens qui ont vraiment essayé de penser différemment, tu vois. Et donc, c'est vrai que je l'ai appelé la révolution de la pensée intégrale, parce que, tu sais, ce qui m'a inspiré le titre, c'était quelque chose de particulier. À l'époque, je disais, comment est-ce qu'on peut trouver des outils et des logiques, hein, qui n'existent pas encore dans n'importe quel domaine de la vie pour des problématiques, hein, qui vont surgir, mais qui eux-mêmes n'existent pas encore. Tu vois, on était presque dans la futurologie, dans des aspects de perspective du futur, quoi, hein. Si quelque chose émerge, est-ce que je suis outillé pour trouver des logiques, etc., etc. Je donnais un dernier exemple parce que, si tu veux, comme ce sont des gens, surtout dans ce domaine, il est en retraite maintenant depuis 10 ans, mais c'est un commandant de la police des frontières, hein. Et donc, il a utilisé les techniques de cohérence cardiaque, hein, pour créer une cellule santé et sécurité au sein de la police nationale. Donc, tu comprends, c'est des choses que je ne pouvais pas écrire à certains moments et dont je ne pouvais pas parler à cause de la sensibilité de la profession des gens. Mais pour moi, c'était aussi intéressant de pouvoir répondre, on va dire positivement, à des gens qui disaient, qu'est-ce que je peux faire? Et donc des gens qui n'étaient pas nécessairement dans la méditation, si tu veux, l'ouverture de l'expansion de conscience, hein. Mais on n'est pas loin. On est dans la comment prospérer et se réaliser dans le monde d'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine. Alors, je me suis dit, c'est joli tout ça, hein. Ah oui, Si mais tu veux, comment?
Tu vois, mais comment y arriver? Et donc, c'est vrai, j'ai voulu écrire un livre euh, qui est dense, mais il y a une journaliste qui m'a dit, écoutez, votre livre, il fait du bien. J'ai dit pourquoi? Elle me dit parce qu'il rend accessible une matière complexe, hein, avec des complexes scientifiques et spirituels. Et je relie aussi la science au vécu, avec des outils concrets. Et donc, je voulais unifier aussi la tête et le cœur, et puis aussi redonner espoir, hein, tu Ouais. vois. Et ça, c'est vraiment bien. C'est ce que tu transmets. On sent vraiment cet espoir qu'avec ce côté, voilà, de rebondir face aux situations, d'avoir cet esprit aussi d'initiative, d'optimisme, d'adaptabilité. Et ça, tu nous le transmets vraiment bien. Et j'aimerais que tu reviennes sur cet état de zone là avec les sportifs. Est-ce que pourrais nous détailler un petit peu? Mais oui, parce que j'ai eu des sportifs, hein. Alors, attends, hein, je voulais juste, parce que j'ai encore un, j'ai pas éteint, voilà. Vas-y, Alors, tranquille. alors, si tu veux, euh, j'avais entendu parler de l'état de zone, hein. C'est un terme qui n'est pas connu en France, c'est un terme américain qui veut dire I am in the zone, je suis dans la zone. Et donc, si tu veux, je me suis intéressé à cet état de zone parce que c'est un état que certaines personnes peuvent vivre, mais aussi c'est quelque chose qui est connu dans le monde du sport olympique, hein. C'est-à-dire que les grands coachs savent que si leur poulain entre dans l'état de zone, ils vont gagner, mais ils savent pas comment le créer. Ça vient ou ça vient pas. Donc, c'est marrant, hein. Tu sais, la vie, elle est faite de signes et de synchronicité. J'aurais pu passer ma vie à ne pas entendre parler de l'état de zone, mais tout à coup, si tu veux, vers 2006, 2008, au moment où, parce que j'ai fait une formation sur la pensée intégrale avec Chris Cowan, qui est donc un prof de fac, mais qui est un élève du fondateur qui s'appelle Clark Grave. Et donc, Cowan et sa femme Natasha habitent à Santa Barbara, en Californie. Et donc, c'est eux qui ont parlé plusieurs fois de l'état de zone. Donc, ça m'a interpellé. C'est, si tu veux, et j'ai commencé à explorer. Alors, si tu veux, d'abord, comment définir l'état de zone? C'est une fluidité neuronale. C'est une harmonie, une capacité à aller au bout de soi-même sans que les efforts ne deviennent pesants. Hein, tu sais, on le connaît quand même de ce côté-ci de l'Atlantique, c'est le second souffle. Écoute, moi je l'ai vécu à l'armée, tu vois. Alors à l'armée, hein, parce que voilà, je fais partie d'une génération qui faisait son service militaire, et donc avec un sac, si tu veux, de 15 kilos, tu cours hein, autour d'une piste et tu cours 30 ou 40 fois, quoi. Et donc, tu sais, t'as les poumons en feu, t'as les muscles qui font mal. Moi, j'étais aux trois quarts des derniers, enfin, j'étais à l'arrière, j'étais au dernier, et tout à coup, j'ai plus rien senti, quoi. Je ne, tu vois, je ne ressentais plus la douleur de mes muscles, je ressentais plus, si tu veux, ce feu dans la poitrine, et tout à coup, je me suis senti des ailes. Alors, je suis pas arrivé premier, mais j'ai remonté, je suis arrivé troisième ou quatrième sur quand même 150 ou 60 personnes, alors que j'étais dans les cinquantièmes, quoi, hein. Et donc, ça aussi, ça m'était revenu parce que je l'avais oublié. Donc, on parle du second souffle et les Américains parlent de l'état de zone. Alors, si tu veux, il y a des caractéristiques d'un état que connaissent bien les grands champions et qu'ils nomment l'état de zone. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la vie, si tu veux, de grands sportifs, de Tiger Woods, le champion de golf, Federer, le tennis, notre Zidane.
tu vois, hein. Et puis moi qui suis pas un fanat de foot, mais bon, quand il y a les grandes compétitions, tu sais, la mondiale, bon, bah là, on regarde quand même. Surtout quand l'équipe de France, elle arrive tout doucement en finale, tu vois. Et puis aussi, si tu veux, ce sont des gens qui ont connu l'état de zone. Zidane disait, euh, les gens, il y a 80 000 personnes dans un stade qui peuvent hurler comme des fauves. Je suis comme dans une bulle de silence et je cherche même plus à gagner parce que j'ai déjà gagné. Et donc, Tiger Woods, il disait une fraction de seconde avant de taper dans la balle, quand j'atteins la zone, qui dure malheureusement pas très longtemps, hein, 5, 10, 20 secondes, eh bien, il voit déjà la trajectoire de la balle et sans chercher à gagner, il a déjà gagné, tu vois, hein. Et puis, je ne sais pas si tu connais, tu sais, ce spectacle de danse celtique qui s'appelle Riverdance. Riverdance, si tu veux, c'est un groupe irlandais qui font des claquettes, hein. Oui, Et j'ai une vidéo, si tu veux, de leur prestation. Ça remonte à, oh là là, oui, 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 à peu près peut-être une vingtaine d'années maintenant, entre 15 et 20 ans, à Genève. Et le danseur étoile, il arrive, et tu sais, les yeux sont légèrement voilés. Et donc, je sais qu'il est dans la zone. Et donc, j'ai commencé à regarder, si tu veux, dans certains matchs, dans certaines compétitions, les yeux de Federer, de Zidane, de Tiger Woods, etc. Et donc, si tu veux, par exemple, ils disent, j'ai joué comme dans un rêve, j'étais sur un nuage, j'étais dans un état second, euh, j'ai regardé jouer une autre partie de moi-même. Et donc, on va trouver ces expressions dans les interviews, par exemple, je l'ai dit, hein, de Zidane, de Tiger Woods, de Yannick Noah, lorsqu'ils parlent de leurs grands exploits. Et donc, c'est comme si ces réussites exceptionnelles, hein, parce que voilà, ils sont arrivés, eh bien, étaient liées à un état intérieur particulier. Et donc, les grands coachs connaissent l'état de zone, mais ils savent pas comment le créer. voilà, c'est ça que j'allais te demander. Tu vois, est-ce que c'est à force de répétition, d'entraînement, de visualisation? Comment? C'est au-delà de ça. Alors, Ah, si tu veux, je me suis dit, mais euh, est-ce que avec l'avancement de la restructuration neurocardiovasculaire, pour parler ou pour utiliser le terme technique, mais la cohérence cardiaque, hein, on peut aller un petit peu plus loin et créer un état euh, de fluidité neuronale. Donc, il y a un psychologue américain d'origine tchèque, hein, qui s'appelle Csikszentmihalyi. Et Mihaly, il y a à peu près une vingtaine d'années, il a parlé du flow, hein, oui, c'est-à-dire, voilà, hein, c'est quelque tout chose à qui est un fait. petit peu plus connu, hein. Mais donc, c'est un état de fluidité neuronale, c'est-à-dire ça coule. Donc, Csikszentmihalyi m'a mis sur la voie et j'ai commencé à réfléchir sur l'avancement de la cohérence cardiaque. Donc, je voudrais en parler 2 secondes et voir comment on arrive à l'état de zone. À la fin des années 70, deux neurophysiologistes américains, John et Beatrice Lassé, vont démontrer que dans notre cœur, il y a un petit cerveau. C'est-à-dire que notre cœur pense, réfléchit, mémorise et prend des décisions qui sont indépendantes du néocortex. Et ils ont démontré que lorsque notre cerveau prenait des décisions, eh bien, le cœur ne suivait pas toujours, enfin, le cerveau cardiaque ne suivait pas toujours, mais lorsque le cerveau cardiaque prenait des décisions, eh bien, le néocortex suivait.
Ensuite, et c'est là où il y a un lien avec la cohérence cardiaque, c'est le taux de variabilité cardiaque. Donc, on va la faire simple. Si, par exemple, je prends, par exemple, tu es dans un fauteuil, hein, vous êtes tranquillement installé et vous pensez pas à quoi que ce soit, hein, vous regardez pas un film d'horreur ou un film d'amour, ou à dire oh, la vie est moche ou la vie est extraordinaire. Bref, t'es comme ça, tu rêvasses un peu. Et donc, tu vas avoir une tension systolique et diastolique de, on va dire, 115, 60, hein, qui est une tension normale. Maintenant, si je reprends ta tension 3 minutes après, tu vas arriver, par exemple, à 122, 72. Tu vois, elle varie, hein. Mais cette variabilité cardiaque, hein, que j'avais appris à connaître, je me suis dit, mais il y a une résultante, hein. Et cette résultante, hein, on entre dans quelque chose que les physiciens connaissent, hein, qui s'appelle la science du signal. Et donc, cette résultante, au lieu d'être cohérente, c'est-à-dire que l'amplitude de cette résultante, au lieu d'être, si tu veux, à peu près cohérente, en fait, ça part dans tous les sens. Et donc, les études ont démontré que peut-être au moins 80% des gens sont en incohérence neurocardiovasculaire. Donc, en 2003, je me suis dit, est-ce que je peux créer un son qui reproduit un signal cohérent pour notre cœur? Alors c'est vrai que ça m'a pris 1 an et demi. C'est eu des tas de, je suis allé dans des tas de directions, des bols de cristal, des bols tibétains, des bols à eau. J'ai un copain qui est musicien. C'est pas Jean-Michel Jarre, mais il a quand même un studio très très bien équipé, donc avec des synthés de recherche parce qu'il a plusieurs synthétiseurs. J'ai cherché des sons. Il y a des moments j'étais pas loin du but et puis un jour ben, c'était bingo. En fait, j'ai trouvé cardiosmose. Alors je l'ai appelé cardiosmose parce que c'est l'osmose cardiaque. Maintenant, autre chose. Notre cerveau, il a la capacité d'apprendre, hein. C'est-à-dire que si ou si on m'explique quelque chose, je vais dire, ah ouais, d'accord, hein, j'ai appris quelque chose. Donc, si tu veux, le mot technique, on va dire, ou scientifique, ça s'appelle la plasticité neuronale, hein, c'est-à-dire la capacité d'apprendre. Mais notre cœur, à travers son petit cerveau, il va aussi être capable d'apprendre et donc on va parler de plasticité neurocardiovasculaire. C'est-à-dire que lorsque le cœur, il entend le son que j'ai créé, et c'est vrai que j'en suis fier parce que maintenant, je crois qu'il y a à peu près 150 000 personnes d'une vingtaine de nationalités qui l'ont utilisé ou qui l'utilisent, certains tous les jours, eh bien, le cœur, il réapprend, si tu veux, à fonctionner d'une manière cohérente. Et donc, d'où le terme de restructuration neurocardiovasculaire. Maintenant, il y a le deuxième stade, enfin, il y a encore un stade supplémentaire. On n'a pas un cerveau, on en a 7. Donc, il y a cerveau droit, cerveau gauche, hein, ça a été bien compris à travers un neurophysiologiste américain qui s'appelle Roger Sperry et qui a eu le Nobel en 1983, parce que je connais bien les travaux de Sperry. Et donc, dès la fin des années 60, il a démontré comment fonctionnait le cerveau gauche et comment fonctionnait le cerveau droit. Ensuite, il y a le rhinencéphale, qui est le cerveau olfactif, hein. C'est un cerveau très très ancien. Et puis le cerveau limbique. Ensuite, il y a quelques dizaines de neurones au plexus solaire. C'est donc le cerveau solarien. Ensuite, le cerveau que les ostéopathes connaissent bien, qui est le cerveau entérique, c'est-à-dire le cerveau intestinal, 200 milliards de neurones. Et puis le petit dernier qu'on nous
qu'on oublie toujours, hein, qui est le cerveau cutané, le cerveau de la peau. Et puis le dernier, qui en fait est le premier, eh bien, c'est le cerveau cardiaque, hein. Bon, maintenant, j'explique encore quelque chose d'autre, hein. Alors, tu sais, je dis toujours, quand je fais des conférences en Suisse, je dis, bon, bah, écoutez, mesdames et messieurs, je vais énerver les Suisses ici présents. Ce ne sont pas les Suisses qui ont inventé l'horloge, la montre, c'est un Hollandais qui s'appelle Huygens. Et il a inventé l'horloge telle que nous la connaissons en 1660. Mais Huygens, à son époque, il avait observé quelque chose que tous les horlogers de la planète connaissent. Il avait une collection d'horloges, et donc, au bout d'un temps aléatoire, eh bien, euh, toutes les horloges se calaient sur la plus grosse horloge, c'est-à-dire qu'elles faisaient tout tic-tac, 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 puis après elles se redésynchronisaient. Mais quelle est l'horloge? Alors, dans les années 50, hein, donc ça remonte maintenant, la science, elle a expliqué ce phénomène qu'ils ont appelé entrainment. Alors, entrainment, c'est un mauvais ami. Ah, tu sais, en langue, hein, on Oui. va dire, ah, ça veut dire entraîner. Non, il y a une subtilité linguistique. Ça veut dire être embarqué. Je t'embarque dans mon rythme. C'est-à-dire que l'oscillateur biologique le plus important et le plus important des 7 cerveaux, c'est notre cœur, hein, à travers son petit réseau neuronal. Et donc, il va embarquer les 6 autres, comme l'horloge de Huygens ou des horlogers, dans son rythme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as 7 cerveaux qui vont travailler ensemble. Et c'est la clé de l'état de zone, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chère Nathalie. Tu vois. Merci pour cette explication et grâce à en fait, tu arrives vraiment à nous transmettre des concepts qui sont compliqués avec des mots simples qui fait que voilà, ça devient plus concret et d'aller justement plus dans le détail. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me demandent à chaque fois comment on fait pour avoir tu vois justement la musique, le son de la cohérence cardiaque. Donc en fait, il y a le QR code hein, qui est dans le livre comme ça c'est Voilà, voilà, hein. Alors ça aussi, ça a été une réflexion, hein, c'est-à-dire, voilà, parce que dans les années du début, donc ça remonte maintenant à 20 ans, puisque c'est en 2005, hein, j'ai commencé à l'utiliser sur des gens. Mais il y a des gens qui me disaient, ou en séminaire, par exemple. Donc il y a des gens qui me disaient, on peut se le procurer, on peut l'acheter. Mais tu comprends, il y avait aussi une problématique, c'est qu'est-ce que ça fait sur quelqu'un qui a des problèmes cardiaques, hein? Qu'est-ce que ça fait sur quelqu'un qui a eu un infarctus, hein? Quelqu'un qui est en dépression nerveuse, quelqu'un qui a des crises d'angoisse, quelqu'un qui a des attaques de panique, tu comprends? Il y avait une responsabilité. Donc je suis resté 10 ans, si tu veux, sans le divulguer, sauf si tu veux chez des gens que je voyais. Donc j'ai eu des gens qui ont eu les problèmes que je viens d'évoquer. Et donc, il y avait réellement un mieux-être, des gens qui avaient partiellement perdu le sommeil, des gens qui étaient des nerveux, des angoissés, etc. Mais j'avais aussi des gens qui disaient, je travaille sur un gros projet et j'ai des pensées auxquelles que je n'avais pas auparavant. Et ce projet, je le vois d'une manière beaucoup plus globale. Et donc, c'est là où j'ai commencé à le divulguer. Alors, si tu veux, effectivement, il y a un QR code dans la révolution de la pensée intégrale. Il y a aussi un QR code dans le guide pratique de la cohérence cardiaque, hein. Mais à partir de décembre 2024, hein, donc ça va faire 1 an, les audios que j'ai créés, eh bien, sont téléchargeables à travers mon site, hein, qui est très facile, c'est drop.com. Hein, drop en un seul mot. P comme Patrick ou P comme production, hein. je Donc vais drop.com et voilà.
hein. Donc, il y a des exercices, hein, ce sont des audios d'à peu près 50 minutes, 2 fois 25, parce qu'il y a deux pistes dans... Voilà, il y a quatre audios que j'ai créés sur l'intelligence du cœur. Alors, si tu veux, un dernier point. Moi, je suis un praticien. Je ne suis pas uniquement un théoricien, et je comprends bien que j'ai développé des techniques où on frôle l'empirisme. Il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer, où il y a des machines qui n'existent pas. Et donc, ce qu'il me fallait désespérément, c'était des résultats, des gens qui me disent ceci, cela, etc., etc. Et donc, j'ai été, parce que cinq de mes livres, plusieurs, ont été traduits au Brésil. Et donc, j'ai été souvent invité au Brésil. Et donc, j'ai gagné le pompon parce que le ministre de la Santé de l'époque, hein, le docteur Ronaldo Gazola, s'est intéressé à mes travaux. Il a lu mes livres et donc il a demandé à mon éditeur s'il pouvait me rencontrer. Et en fait, j'étais au Brésil à ce moment-là. Et donc, c'est vrai que c'était un chirurgien qui a fait une carrière politique, hein, mais c'était aussi un spiritualiste, hein, ça, c'était une autre histoire, ça, hein. Il a fait intervenir des médiums dans un hôpital d'État qui canalisait un médecin de l'astral. Mais écoute, mais tu rêves, quoi. C'est le secrétaire d'État à la santé, quoi. C'est pas, voilà, tu vois. Enfin bref, tu vois. Et donc, à travers l'un de mes livres, j'ai été invité par un chirurgien cardiaque, hein, qui s'appelle Ricardo et qui travaille dans un hôpital pilote à Rio qui s'appelle São Vicente, l'hôpital Saint-Vincent, qui est aussi l'hôpital américain. Et donc, on a été invités, Liliane, hein, ma femme et moi, à assister à un triple pontage cardiaque, hein. Donc, pour moi qui travaillais sur l'intelligence du cœur, le cœur, et je l'avais quand même étudié, bon, j'ai pas la connaissance d'un cardiologue, mais je me suis vraiment intéressé à comment le cœur se construit dès la vie intra-utérine. Vous savez que notre cœur commence à battre chez la maman à 3 semaines fétales. Beaucoup de femmes ne savent même pas qu'elles sont enceintes, hein. Et il y a un groupe de cellules spécialisées qui vont se rassembler. Et alors, aujourd'hui, je ne sais pas, mais il n'y a pas longtemps, la neurocardiologie, elle n'avait pas encore expliqué ces cellules, elles commencent à battre. Et ton cœur, ma chère Nathalie, il va battre entre 2 et 3 milliards de fois jusqu'à ce qu'il s'éteigne. C'est vraiment notre compagnon, tu vois, hein. Et donc, on voit pour la première fois de notre vie, et peut-être la seule fois, une opération cardiaque, hein. Alors, la poitrine, ça fait des bruits de menuiserie, etc. Donc, on ouvre la poitrine, il y a des écarteurs, et c'est émouvant, hein, parce que tu vois, enfin, nous, on était émus parce qu'on voit un cœur pour la première fois. Alors, ça saigne pas beaucoup, et puis vous avez ce cœur qui bat, quoi, hein. Et donc, on a fait notre truc avec cardiosmose, etc., etc. Et donc, l'opération, elle dure à peu près 4 heures et demie, quoi, hein. Donc, l'opération termine et la semaine d'après, Ricardo organise une petite soirée avec donc l'autre chirurgien, parce qu'ils sont deux et ils travaillent ensemble depuis 10 15 ans. Ricardo parlait bien, il parlait pas mal français et il avait travaillé 4 ans dans un département de cardiologie d'un hôpital au Texas. Donc, il parlait pas mal anglais aussi. Et donc, il y a cette soirée, on parle de choses et d'autres, et il me dit, tiens, ton patient, il est sorti de l'hôpital. Alors je lui dis, ouais, c'est pas mon patient. Il me dit, t'étais là pendant l'opération. Bah oui, donc c'est aussi ton patient, d'accord? Et je lui dis, mais
il est déjà sorti de l'hôpital. Il me dit, écoute, on a observé une cicatrisation anormalement rapide parce que le patient est sorti au bout de 5 jours. Tu sais, c'est quand même une opération lourde, hein, c'est pas... enfin voilà quoi, hein. Et donc 5 jours. Et ça, on l'avait observé. Alors je fais attention aussi parce qu'on entre dans le domaine médical, Mm, donc je vais jamais conseiller à quelqu'un de dire arrêtez tout, faites de la cohérence cardiaque. Non, hein. Mais on a observé aussi, si tu veux, vraiment un complément mm, aux pratiques utilisées et recommandées par la médecine conventionnelle. Mais on a quand même vu des tas de gens mm. euh, qui allaient, qui allaient mieux, euh, qui, qui, oui, qui se sentaient tout simplement mieux, quoi, hein. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre-indications ou pas? Est-ce que c'est vraiment, c'est pour la cardio-osmose, c'est vraiment pour tout le monde? À quel âge on peut commencer? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous transmettre? Alors, écoute, je reste dans la plus grande prudence. Mais tu sais, ça fait 20 ans Ah maintenant oui, et je te dis, même à travers les livres que j'ai écrits, à travers toutes les personnes qui se sont procurées, parce que c'était des CD avant, hein, qui maintenant sont téléchargeables, ça fait un paquet de gens. ah oui. Euh, Par exemple, il y a des gens qui l'ont utilisé dans le monde animal. Mm, Il y a des gens qui ont utilisé le son, par exemple, pour des plantes, pour régénérer des plantes. Euh, la seule chose que j'ai entendue rarement, de temps en temps, des gens qui disaient oh j'aime pas le son, je me sens pas à l'aise. mm, Alors on l'a entendu dans les années du début, et donc je disais bah écoutez arrêtez mm, quoi, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux, il y avait tellement de gens qui disaient ça m'a fait du bien, mm. j'ai eu ceci, j'ai eu cela, j'ai fait ceci, etc. Et puis de temps en temps, mais vraiment pas fréquemment, une personne, tu vois. Et il m'a fallu à peu près, ouais, hein, quand même quelques années, peut-être 10 ans, pour comprendre que c'était des gens qui étaient en incohérence neurocardiovasculaire majeure. C'est-à-dire que lorsque enfin, notre cœur entend le son, en fait, il essaie de se restructurer. Et donc, il va pédaler un peu pour essayer de trouver son bon rythme. Et donc, on va conseiller à ces gens soit d'arrêter tout simplement, hein, ce qui est, voilà, ou alors, si tu veux, de faire des séquences un petit peu plus courtes, hein, de 5-7 minutes, hein, et de faire tous les 3-4 jours, hein, de manière à ce que le cœur, peu à peu, s'habitue. Et ça a été aussi un bon conseil. Ouais. Tu sais, je pense, il y a une femme que j'ai connue qui a 10 chevaux et qui est une Suisse. Et donc, elle me raconte qu'elle avait un de ses chevaux qui a eu des kystes liquidiens le long de la colonne vertébrale. Et donc, elle a une idée. Elle dit, je vais me mettre en cohérence cardiaque et je vais envoyer la radiation émise par mon cœur vers le cheval. Et le compagnon de cette femme, il est photographe, hein. Donc elle m'a envoyé de très très belles photos. À un moment donné, le cheval, il met, si tu veux, sa tête, son menton sur l'épaule de la femme qui s'était installée entre les deux pattes du cheval. Et donc elle envoie la radiation, si tu veux, émise par notre cœur, hein, qu'on appelle le champ cardio-électromagnétique, et qui est mesurable jusqu'à 2,50 mètres par des appareils, des magnétomètres de champ ultra faible. Là, on est dans la neurocardiologie, on n'est plus dans, oh, je ne sais pas trop, hein. Et donc, si tu veux, les kystes liquidiens ont disparu en 3-4 jours, quoi. Tu vois? Alors, on a vu des phénomènes. Je donne un dernier exemple, Natacha, parce que c'est un joli exemple. Euh, on a eu une soigneuse de dauphins qui a travaillé peut-être 10 ans au Marineland de Nice. Marineland, il est fermé maintenant, Ouais. hein. Il a fermé, je sais plus, l'année dernière ou il y a 2 ans, quoi, Deux hein. ans, je crois. Mais à l'époque,
il y avait une des dauphines qui était en dépression nerveuse. Et donc, cette femme qui travaillait dans le Marineland, elle me dit, tu sais, pour moi, c'est difficile, parce que même s'ils sont bien traités, bah, ils sont dans un bassin, quoi, hein, ils sont pas en liberté, quoi, hein. Et donc, elle dit, écoute, elle a quitté le Marineland à l'époque parce que pour elle, c'était trop difficile. Et elle racontait comment les deux autres dauphins se collaient contre la dauphine dépressive pour l'aider, quoi. Elle a une idée, elle, euh, elle demande à l'équipe de soignants de mettre donc le son de cohérence cardiaque, hein. Et donc, voilà les trois dauphins qui sortent de l'eau avec la nageoire caudale et qui commencent à battre, tu vois, ta, ba, 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 etc. Alors, ils ont dit, mais c'est incroyable, on va utiliser des enceintes sous-marines pour faire passer le son cardiosmose vers le cœur des dauphins. Et puis ensuite, ils avaient eu une autre idée, c'était d'utiliser des enceintes pour mettre tout le public en cohérence cardiaque avec le taux de variabilité cardiaque du cœur des dauphins. Et ça n'a pas passé, quoi, hein, ça n'a pas passé. Mais tu vois jusqu'où on a été, quoi, hein. Ah, c'est super. Oh, merci, c'est tellement riche tous les exemples que tu nous transmets. Ça fait bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Si tu avais un dernier message à passer, qu'est-ce que tu aurais envie de transmettre par rapport à cette révolution de la pensée intégrale? Je ne sais pas encore quels étranges raccourcis, quel chemin va emprunter une connaissance réellement intégrale, réellement multidimensionnelle. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que si nous associons tous les éléments de notre corps, euh, les transformations de notre relation, à notre corps, à notre mental, à notre esprit, au temps, à l'espace, à la connaissance, hein, on n'aura qu'un aperçu des contours prodigieux du passage vers un mode de pensée authentiquement intégral. Et donc, pour conclure, je suis persuadé que l'émergence actuelle d'une conscience intégrale va changer nos vies, celles de nos enfants et celles de nos petits-enfants pour vivre enfin dans un monde que nous aurons nous-mêmes créé, imaginé, matérialisé. Ma chère Natacha. Merci beaucoup, Patrick. On pourrait parler pendant des heures tellement bah, tu as de choses à nous transmettre. Et au niveau de ton actualité, tu vois, là, on arrive en fin d'année 2025. Qu'est-ce que tu as prévu, que ce soit ou fin d'année ou début d'année 2026? Ah ben, c'est-à-dire que là, dans une dizaine de jours, 15 jours, je vais animer une formation d'une semaine sur les sciences de la conscience. Mhm. Hein, c'est une formation qu'on anime chaque année. Hein, on la refait en mai l'année prochaine. Et puis début décembre, il y a un module expérimental avec des anciens de nos formations. Et là, on travaille vraiment sur des réflexions du futur. Alors c'est un module qui existe depuis longtemps maintenant, hein, depuis 1990, 91. Et donc, avec les années, les gens l'ont appelé le module Harry Potter. Donc, on fait du Harry Potter. Et donc, voilà, on travaille dans une annexe de Poudlard. Tu vois, voilà. Mais Super. voilà. Et ensuite, hein, joyeux Noël. Très belle année à toutes, à tous. Et à Ouais. toi, ma chère Natacha. Ah, c'était vraiment un plaisir de te recevoir et puis ben, vous aurez toutes les informations bah, sous la vidéo. Comme ça, je mettrai le site internet et comme ça, vous pouvez aller bah, justement aussi télécharger pour le son de cardio-osmose. Donc voilà, puis n'hésitez pas si vous avez des questions à les mettre aussi sous la vidéo et puis comme ça, je les transmettrai à Patrick, on répondra voilà, pour vous donner les Voilà. informations. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission Ostavi. Au revoir.